Parce que le constat est que le monde est dominé par le matériel. On est dans un monde dominé par le matériel. Maintenant, passer tout le temps à parler aux gens de la philosophie, ça devient un peu bon, emmerdant, comme disent certains. En tout cas, moi, je ne saurais partager ce point de vue. Je le dis pour diverses raisons et dont je vais évoquer quelques-unes. Je suis d'accord avec vous quand vous me dites que nous vivons dans un monde numérisé, nous vivons dans un monde ultra technologique où la science semble détrôner la réflexion philosophique. Mais n'oubliez pas aussi que la science à elle seule ne suffit pas. La science, elle est sans âme, entre guillemets. La science a besoin d'une âme. La science a besoin d'être moralisée, d'être conscientisée par la réflexion philosophique. Songeons à l'expression de François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qui est la conscience? C'est la réflexion philosophique. Donc il appartient à la philosophie de méditer, de cogiter, de réfléchir sur les conséquences désastreuses que la science a causées. Donc l'homme, certes, il a des besoins matériels, je me précise, mais aussi il a des préoccupations intellectuelles et spirituelles. Parce que l'homme est un être composé de trois parties, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Toutes ces trois parties doivent être satisfaites. Mais la partie intellectuelle aussi doit être satisfaite. Comme l'a dit Jésus à ses disciples, cherchez et vous trouverez. Donc la quête de la connaissance, la quête de la sagesse divine est une exigence fondamentale chez l'être humain. Parce que vouloir vivre sans la quête de la vérité, l'homme serait assimilable à un animal. Or, l'homme n'est pas un animal, comme l'a dit Arthur Schopenhauer. L'homme est un animal métaphysique. Pourquoi? Parce que l'homme est le seul être qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Merci beaucoup, Maxime. Je pense que, chers terminalistes, vous prenez note. On va poursuivre toujours sur la question entre l'homme et la philosophie. Maxime, est-il juste de définir l'homme comme un animal politique? Aristote disait dans son ouvrage intitulé La politique, l'homme est un zoon politico, c'est-à-dire un animal politique. Maintenant, à la lumière de cette affirmation, on comprend que l'homme ne peut vivre qu'au sein de la société. C'est la société qui fait l'homme. Question maintenant, qu'est-ce que la société? La société n'est pas seulement les bâtiments, la société n'est pas seulement les édifices, mais la société n'est rien d'autre qu'une association d'hommes, qu'une réunion d'hommes qui vivent de manière interdépendante et juxtaposée. Donc on comprend à travers cette affirmation émise par Aristote, on comprend que l'homme ne peut vivre qu'au sein de la société. Vouloir vivre sans la société, l'homme serait assimilable à un animal ou bien une bête. Or, l'homme n'est pas une bête. Donc, on comprend que la société participe à l'épanouissement moral et intellectuel de l'homme. C'est qu'au sein de la société que l'homme devienne pleinement et entièrement homme. D'ailleurs, Victor Hugo disait qu'un seul homme n'est pas homme. Ce qu'on dit souvent en Wolof, l'adage Wolof, mbolo moy dole. En d'autres termes, nit nitay garabam. Donc c'est la société qui façonne l'être humain, c'est la société qui participe à l'épanouissement moral et intellectuel de l'homme. Sans la société, l'homme n'est pas. Je pourrais même dire que la société est considérée comme l'usine de fabrique de l'humanité. Elle est l'instance dans laquelle et par laquelle l'homme s'épanouit. En d'autres termes, hors de la société, point d'homme. Mais aussi, il faudra aussi préciser que l'homme est aussi un être réfractaire, rebelle, replié sur soi-même, qui a souvent tendance à se démarquer de la société pour adopter une attitude marginale, déviante et anticonformiste. Donc on comprend que la marginalité, la déviance et la folie sont des formes de rupture d'équilibre entre l'individu et la société. Donc c'est pour dire que l'homme apparaît comme deux choses, souvent il a deux attitudes qui sont contradictoires. Souvent, il peut respecter les normes sociales, souvent aussi il peut se démarquer totalement des lois qu'on a établies dans la société. Donc on assiste alors à un paradoxe qu'Emmanuel Kant désigne par l'expression l'insociable sociabilité de l'homme. Si l'homme a le droit des fois de désobéir les lois, autrement dit que, est-ce que l'homme a le droit de vivre anticonformiste avec les lois? En mai 68 en France, il y avait un slogan qui avait fait Flores. On disait « il est interdit d'interdire », disaient les philosophes anarchistes. Jean Grave n'en dit pas moins quand il dit que l'État n'est ni Dieu, ni maître. Donc, aux yeux des anarchistes, l'homme est naturellement bon. Laissé à lui seul, il est capable de faire le bien. Par conséquent, l'homme n'a pas besoin d'être gouverné. Par conséquent, l'homme n'a pas besoin d'État au sein de la société. Pourquoi? Parce que l'État a tendance à mettre en place, l'État a tendance à légiférer des lois qui sont coercitives, des lois qui sont contraignantes. Dans cette perspective, on peut dire qu'on peut vivre tout en désobéissant aux lois qu'on a établies dans la société. Parce que toute loi n'est pas respectable. On peut ne pas respecter certaines lois qui sont dites contraignantes. Rappelons-nous en 2012 ce qui s'est passé au Sénégal. Quand le vieux Wade avait voulu forcer un troisième mandat, la quasi-totalité des Sénégalais ont dit non. Parce que là, aux yeux des Sénégalais, ce mandat était considéré comme un forcing. Ce mandat allait à l'encontre de notre constitution. Donc c'est pour montrer que l'homme est par essence, la quintessence de l'homme, c'est la liberté. Donc si vous voulez offusquer à l'homme cette liberté, l'homme est capable de dire non. Donc on peut dire que face à des lois qui sont contraignantes et coercitives, la désobéissance serait un devoir, la désobéissance serait une obligation. De ce point de vue, on peut dire que on peut violer, on peut ne pas respecter les lois. Mais d'autre part aussi, il faudra dire que les lois sont faites pour être respectées. Nous vivons en société. Or, l'homme est par essence un être rebelle, sadique. Passez-moi et pardonnez-moi l'expression. Comme le dit Thomas Hobbes, dans l'état de la nature, l'homme est assimilable à un loup pour l'homme. Loup pour l'homme, pourquoi? Parce que l'homme a tendance à violer, l'homme a tendance à
mettre en place des choses qui sont à tendance à violer, non seulement à violer, mais aussi à heurter la conscience de son prochain. Donc, vu sur cet angle, on ne saurait vivre sans les lois. C'est pourquoi Paul Valéry disait, si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Donc, qui a établi les lois? C'est l'État. Donc, la présidence de l'État devient une obligation fondamentale, nécessaire et sine qua non dans la vie en communauté. Donc, donc on peut dire que l'homme ne peut pas vivre sans l'État, l'homme ne peut pas vivre sans les lois. Parce que pour qu'on puisse parler de société, il faut qu'il y ait trois choses fondamentales. Trois critères qui sont fondamentaux. L'espace commun, le langage commun et l'autorité. Or, l'autorité peut être étatique comme elle peut être divine. De ce point de vue, on peut dire que l'homme ne peut pas vivre sans les lois. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour respecter les lois. L'homme est un être égoïste, replié sur soi, mais je l'ai dit tantôt, il est impérativement fait pour respecter les lois qu'on a établies dans la société. C'était un immense plaisir, chers téléspectateurs de la Pikine TV, de vous avoir présenté votre émission Agora. Cette émission qui a pour objectif fondamental de réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique. Quant à moi, je vous dis prochainement pour un autre numéro. Soyez bénis. Merci beaucoup, chers internautes de Pikine TV. Je pense que les réponses que vous a détaillées, Maxime, vous ont plu. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Agora qui se passe ici sur la Pikine TV.